J'ai une question. Ça veut dire, pardon pour ton prénom. Oui, c'est pas grave. Donc, ma question, en fait, c'est comment garder notre estime de soi, sachant qu'on est dans une société qui ne reconnaît de plus en plus pas la valeur de la personne, mais plutôt la valeur de la personne par rapport aux autres. Par exemple, à travers des concours, à travers une sélection qui devient de plus en plus difficile, on a beau avoir une valeur scientifique ou culturelle, mais vu qu'on est comparé aux autres, comment on garde notre estime de soi? Je pense que quand on est obligé par son métier, certains secteurs de travail sont plus hard par rapport à ça, je pense que c'est une question d'équilibre dans notre vie. Et que si tu es obligé à un moment de te mettre en concurrence dans un truc qui est assez inhumain, c'est ça le sens de ta question, dans un domaine qui est plutôt inhumain, qui peut te blesser, il faut veiller à avoir dans ta vie des domaines dans lesquels tu vas pouvoir te renourrir en fait. Donc ça veut dire que c'est pas juste... je dis que c'est bien sûr avoir une spiritualité, ça c'est hyper important, mais c'est aussi te dire que si d'un côté tu dois donner énormément et que tu ne reçois pas et que tu es peut-être dévalorisé, c'est de voir dans un autre domaine où tu vas pouvoir justement recevoir, être nourri dans ton estime de toi. Ça peut être l'équilibre entre le milieu professionnel et associatif par exemple, entre le milieu professionnel et le milieu familial. Moi, je pense que la vraie réponse, elle est dans l'équilibre, dans le juste milieu, en fait. Et c'est vrai que plus on est dans quelque chose de déséquilibré dans la société, plus il faut aussi s'ancrer dans des valeurs qui sont bien concrètes. Il y a peut-être avoir un domaine dans lequel tu peux développer ton estime de toi, et aussi quelque chose que moi je conseille, en plus, vous vivez dans une grosse métropole, enfin vous n'êtes peut-être pas tous parisiens à l'origine, mais c'est aussi de retourner vers la nature régulièrement. Ça, je vous assure que c'est magique. Hein. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants de temps en temps, c'est de partir dans une maison où il y avait quand même l'électricité, mais on se chauffait au bois, il y avait l'eau courante, mais pas tout le temps, parce que l'hiver, ils débranchaient tout pour pas qu'il y ait de tuyau-gel, hein, c'était comme ça, et on allait passer de temps en temps 2-3 jours avec mes enfants, ils s'amusaient comme des fous. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, il y a un moment où ça existait, je vous assure, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on partait, mais on débranchait tout, il n'y avait pas de télé, là-bas, il n'y avait rien. Et ça, c'est quelque chose qui permet de relativiser très très fort le monde dans lequel on vit. C'est ça que je mets comme sens derrière. C'est à un moment, il faut que chacun dans votre vie, vous trouviez quelque chose de cet ordre-là. Moi, je suis quelqu'un qui me ressource énormément dans la nature, c'est comme ça. J'y crois beaucoup parce que je pense que c'est de là qu'on vient et que ce de quoi notre vie moderne nous déconnecte, c'est de ça. Et quand on parle d'humilité, c'est aussi ça, c'est quand on dit Dieu est grand, mais toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous retrouvez un jour dans certains milieux, en regardant certains documentaires, hein, pour ceux qui sont un peu plus casaniers, mais si vous vous placez devant l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'assure que le lendemain, vous retournez au boulot et vous voyez les gens, gna tes pointes, ta rentabilité, voilà, toute cette bataille qu'on doit avoir pour des choses qui finalement sont un peu vides de sens, vous allez complètement relativiser ça. Et donc du coup, votre estime de vous, elle va pouvoir remonter. Mais c'est vraiment c'est un travail qu'on doit faire et qui moi, ça me ressource en tout cas énormément. Et si vous aimez l'effort, ceux qui aiment le sport, moi j'ai un frère avec lequel je travaille beaucoup dans le secteur associatif, qui est un grand sportif, c'est un citadin, etc. Mais quand il va faire du sport, il aime bien faire du canyoning et des trucs comme ça. Et bien, une fois par an, ils vont faire des choses, mais en pleine nature, et là, il reconnecte, il allie les deux en fait. Donc c'est pas forcément, on peut le faire par rapport à des choses qui nous bottent à nous-mêmes personnellement. C'est pour pouvoir se positionner dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment revenir à l'essentiel tout le temps. Et du coup, on relativise toutes les choses. Par rapport à la culture de pas le droit à l'erreur, c'est vrai que l'Europe, c'est quand même une culture très particulière. Les États-Unis, aux États-Unis, si vous vous plantez, si vous faites une faillite par exemple, eh bien, ça pose aucun problème pour votre avenir professionnel. Vous vous êtes planté, des gens qui font des secondes carrières, etc. Enfin, moi, je suis dans cette dynamique-là, on en a parlé longuement avec les deux sœurs qui m'ont gentiment accueilli. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça en Europe. Alors qu'aux États-Unis, vous dites, voilà, moi j'ai fait une faillite et j'ai recommencé un commerce
enfin une activité commerciale 1 an ou 2 ans, ça ne pose aucun problème culturellement, mais aucun. À la limite, vous allez être plus crédible, on va plus vous faire confiance si on sait que vous savez ce que c'est l'échec. Comme si, en sachant ce que c'est l'échec, vous allez peut-être moins facilement vous planter que celui qui ne sait pas encore, en fait. Et donc, on est dans des choses... L'Asie, je connais moins, mais aux États-Unis, on l'a déjà rapporté aussi, qu'il y avait cette façon de voir les choses. Après, mais tout ce qui va nous reconnecter à l'essentiel, la nature, le livre, la spiritualité, bien évidemment, ça va nous permettre de nous driver dans ce monde particulier. En fait, par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux enfants, à l'éducation des enfants, ça semble, oui, très intéressant, mais après, est-ce que les profs, par exemple, l'enfant, il est formé à la maison et pour remonter son estime de soi, mais après, il va à l'école, son prof, il va lui dire t'es nul, il va tout gâcher, donc quand il rentre. Alors, oui, il faut savoir que c'est un tri, c'est une possibilité. Tous les profs ne sont pas intelligents relationnellement, ça c'est clair. Puis il y en a de très bons, voilà, c'est une réalité. Maintenant, plus on va donner quelque chose de solide à l'enfant, plus il sera résistant par rapport à ce qu'on pourra lui dire à l'extérieur. Ça, c'est une réalité. On ne pourra jamais empêcher que notre enfant vive des épreuves à l'extérieur, que du contraire. Ça, c'est comme ça. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à traverser la vie, c'est lui apprendre à faire face aux épreuves, c'est lui apprendre le familiariser avec la frustration, lui apprendre à gérer toutes les frustrations qu'il va devoir subir dans sa vie. C'est comme ça. Et donc, c'est sûr que plus vous allez donner une base solide, et plus il sera capable de faire face avec intelligence à un prof qui essaye de le dénigrer. Et il pourra, s'il a une bonne estime de lui, votre moutard, le prof, il peut y aller. Hein. Ça, c'est clair que le gosse qui est à 9-10, le prof, il peut y aller, il sera capable de se taire et capable de dire « Mon Dieu, le pauvre ». Parce qu'en fait, c'est ça, quand quelqu'un essaie de vous dénigrer, en général, c'est que lui, il n'est pas haut, hein, en réalité. C'est ce qu'on apprend dans toutes les techniques de communication, et notamment communication non violente, efficace, machin, assertive et tout. C'est ça, hein, c'est de se dire si l'autre à un moment il t'agresse, c'est parce que lui il n'est pas bien. C'est parce que lui il a besoin qu'il n'est pas satisfait. C'est parce que lui il ne s'estime pas bien. Et donc du coup, il essaie d'écraser pour sentir qu'il vit, pour prendre le pouvoir, parce que lui il n'est pas bien. Mais si toi tu as un 9-10 là, regardez, bon, je joue toujours quoi. Après bon, il ne faut pas que ce soit pour renourrir, hein, on est d'accord que ça ne va pas rester comme ça, mais en tout cas, si c'est bien nourri, si c'est bien entretenu, etc., il y a moyen. Puis si c'est trop toxique, on peut aussi parfois changer d'école. Hein. Si vraiment ça ne va pas. Inch'Allah. Mais je souhaite ça arrive le moins possible, évidemment. Oui En tant que remonté depuis 4 ans, l'enseignement du ici à l'école, derrière, en fait, en passant, je dirais, en école, quand même, j'ai appris pas mal de choses à comment se communiquer avec l'enfant. Ce qui est intéressant aussi, que moi je lui dis qu'il faut éviter 2 choses au sein de foyer. Les 2 choses, la première, c'est d'apprendre à l'enfant qu'il balance ce que son père a dit à sa soeur, ce qu'elle a fait. Et la deuxième chose, engueuler l'enfant devant ses frères et ses soeurs. Ça, c'est très intéressant aussi parce qu'à ce moment-là, il perd sa confiance en lui-même, il perd son respect et il pourra vraiment déraper très facilement. C'est juste une situation humiliante que vous décrivez, c'est voilà. Ça pour beaucoup d'enfants, ça peut être très humiliant de se faire sermonner devant les autres. Ouais. Exactement, ça m'est arrivé que j'ai eu des cas pareils. Et aussi, il y a une autre chose qui peut dire aux enfants, c'est des disputes dans la famille entre les parents. C'est des nuances, hein. Il faut éviter ça. Moi, je dis toujours, il y a une chambre pour les parents, il faut qu'ils évitent. Parce que, en fait, c'est comment j'ai su ça, c'est des messages que j'ai transmis et ça m'a fait mal au cœur dans certains moments. Oui, je comprends. C'est comme un truc. Je fais des conférences entières sur des sujets comme ça parce qu'il faudrait pouvoir vraiment développer ça. Dans l'absolu, c'est vrai, mais il faut éviter aussi de partir avec le préjugé que l'enfant ne doit jamais savoir que ses parents disent.
Un enfant, il peut savoir que ses parents se disputent, à condition qu'il ne soit pas otage dans la dispute, et à condition qu'il sache que ses parents vont s'arranger entre eux. Qu'il ne soit pas la source du conflit. S'il peut être la source du conflit, bien sûr que si. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation de votre enfant, et qu'à un moment vous dites on va dans la chambre, on va s'expliquer tous les deux, parce que nous parents, on a besoin de se remettre au clair par rapport à ce qui nous oppose là, par rapport à notre enfant, ça donne plein de messages à l'enfant. Ça donne le message qu'on n'est pas tous obligés de penser de la même façon, puisque papa et maman ne pensent pas de la même façon sur ça. Si on dialogue, ça va s'arranger. Voilà. Et quand la décision sera prise, si on est dans un fonctionnement tout à fait cohérent du début à la fin, quand la décision sera prise, eh bien, elle sera prise, elle sera respectée. Mais tout ça, c'est hyper rassurant pour l'enfant. Ce qui déstabilise un enfant, c'est d'être otage dans la dispute, c'est de sentir que ses parents n'arrivent pas à trouver l'apaisement dans la dispute. Ça, c'est très anxiogène pour un enfant. Et que les parents donnent des messages contradictoires. Tu peux pas, tu peux pas. Ça, c'est très anxiogène pour un enfant. Mais sinon, de savoir que les parents ont des désaccords, même à son sujet, pourquoi pas? À partir du moment où ça devient leur problème et que les parents s'arrangent entre eux. Alors ça, c'est rassurant pour l'enfant. Après, il y a des gosses qui jouent, hein, on le sait bien, les enfants, ils essayent, ils manipulent, ils ont vite compris, tiens, je demandais ça à papa, puis je demandais autre chose à maman, puis voilà, et ça c'est sûr. Mais là, on n'est plus dans un problème de cohérence éducative. Mais par rapport au sentiment de sécurité intérieure, quand un enfant est perturbé par la dispute de ses parents, c'est parce qu'il sent que ses parents ne gèrent pas. Et ça lui fait... c'est pas... Ou alors qu'il y a des insultes aussi. Ou qu'il y a de la violence, en fait, dans la dispute. On peut se disputer sans être violent. S'il y a de la violence, ça aussi, ça déstabilise les enfants. Il y a que la nuance. Exactement, en fait. C'est par rapport au niveau de dispute. Oui, mais... Le niveau de dispute, il peut être très fort et pas violent. Non, mais quand finalement ça se rejoint aux violences, quand même. Oui, la violence, elle perturbe l'enfant dans son sentiment de sécurité, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous demandez pour les enfants qu'ils fassent leur vie avec les parents séparés dans le cas de violence? Moi je pense, dans l'absolu, je ne vais pas te répondre vite à des questions comme ça, parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire, mais qu'on comprenne mal ce que je veux dire. Dans l'absolu, je pense qu'il vaut mieux parfois un bon divorce qu'un mauvais mariage. C'est-à-dire qu'il y a des foyers qui sont devenus tellement toxiques parfois qu'il vaut mieux que chacun soit... C'est encore mieux comme ça que de rester ensemble. Parce que de faire grandir un enfant dans un foyer plein de violence, d'agressivité, d'insultes, des choses comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Après, l'idéal, c'est un père et une mère qui s'entendent bien, où il y a un foyer qui est dans l'harmonie, etc. Ça, c'est l'idéal, c'est le summum. On est bien d'accord. Après, quand il y a une séparation qui est devenue inévitable pour n'importe quelle raison, je pense que l'enfant, ce qu'il a surtout besoin de savoir, c'est d'être rassuré par rapport au fait que les adultes restent engagés par rapport à lui. Et il a besoin de savoir qu'il y a des adultes qui sont solides, il a besoin de savoir que les choses soient claires au niveau des gardes, etc. Les enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est de clarté et de cohérence, d'abord, avant tout. Mais c'est clair qu'un divorce, c'est une crise existentielle importante pour l'enfant, c'est une crise existentielle majeure, mais que la plupart des enfants sont capables de la dépasser à partir du moment où autour d'eux, il y a de la cohérence et de la sécurité, en fait. C'est... Comme je le disais tout à l'heure, éduquer des enfants, l'enfant il va être soumis à des épreuves toute sa vie. Alors c'est sûr que si on sait les éviter, ben, tant mieux, mais on ne sait pas toujours. Et que ben, parfois il y a des décès aussi, hein, dans les familles, il n'y a pas que les divorces. Hein. Après, il y a des... Comme cet été, j'ai une amie qui a perdu son mari avec 4 enfants. Ben, voilà, ce sont des réalités qui nous touchent. Les épreuves que Dieu nous envoie, elles sont multiples. Mais ce dont les enfants ils ont besoin, c'est de ça, c'est de sentir que les adultes ils sont solides et ils sont cohérents. Après, ils peuvent tout traverser, les enfants, avec nous, comme ça. Inch'Allah. Une question. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. En fait, par exemple, moi j'ai un garçon qui a 7 ans. Et en fait, je lui dis, bon, ben, maintenant, il va falloir que je t'apprenne à faire la prière. Et donc lui, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. Il dit, mais je vais jamais y arriver, il pleure, je suis trop nulle, je vais jamais y arriver. Et donc, en fait, on n'a jamais commencé depuis le temps que je lui dis qu'on va commencer. Et donc, je pense qu'il y a un gros problème, en fait, de confiance en lui, en fait. Et je ne sais pas comment lui redonner, en fait, cette confiance pour qu'il commence, quoi.
Pour la prière. Oui, pour la prière. Il faut essayer de jouer avec lui, il faut essayer de rendre ce moment un moment agréable, un moment... faut mettre du sens aux choses. Vous savez, moi je n'ai pas éduqué mes enfants dans l'islam, j'ai des petits-enfants maintenant de 5-6 ans qui ne sont pas musulmans, puisque je me suis convertie quand mes enfants étaient quasiment adultes. Et quand mes petits-enfants viennent à la maison, je prie devant eux. Et c'est très marrant. Alors l'hiver, ils m'entendent prier tout, puisqu'on a la prière de Maghrib qui, après, l'été, c'est un peu dommage parce qu'ils n'entendent plus, ils dorment à cette heure-là. Mais donc, et puis ils sont marrants parce qu'ils discutent entre eux, et puis alors ils disent ah, qu'est-ce qu'elle fait, mamie? Elle fait sa prière, tiens. Puis alors, oui, mais elle chante. Alors, je réponds, mais elle chante pour Dieu. Et ils sont là, et puis je me dis, ben, en fait, ce qu'il faut peut-être tirer de ça, peut-être, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que ça représente pour votre fils de prier? Est-ce que ça représente un truc très compliqué ou est-ce que c'est quelque chose... c'est vraiment de familiariser avec ça. Et quand j'entends mes petits-enfants comme ça, ils jouent en fait. Ils jouent à lire le monde qui les entoure. Et puis le monde qui les entoure, ben, là, de temps en temps, quand ils viennent dormir à la maison, ben, c'est leur grand-mère qui fait sa prière. Et puis ils entendent ça, ils discutent de ça. Et je pense que c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à travailler dans votre famille. Idéalement, il faut commencer ça tout petit. Après, ben, vous pouvez les réinstaurer. Peut-être aller voir dans les librairies, tout ça, je ne connais pas trop. Moi, j'apprends pas à mes petits-enfants à prier quand même, parce que je ne vais pas encore jusque-là. J'espère qu'ils s'y mettront d'eux-mêmes quand ils seront un peu plus grands. Mais je sais qu'il existe un tas de matériel pédagogique pour rendre les choses un peu plus ludiques, il me semble, ceux que des enfants. Comment est-ce que vous faites? Le Coran aussi, la récitation du Coran, ça, au moment de dormir, c'est en fait remplacer les berceuses commerciales par le Coran aussi, toutes ces choses-là. Et du coup, la prière, ça va devenir quelque chose qui fait partie de la vie. L'islam, quoi. Vous priez ensemble devant lui? Bah, en fait, moi je prie devant lui, donc il me voit très souvent prier. Et en fait, j'ai son petit frère qui vient de temps en temps m'écouter. Et puis lui, en fait, ce qui le dérange, je pense, c'est les ablutions. Parce qu'il ne comprend pas, il me dit c'est très compliqué, c'est beaucoup de gestuels, et puis moi je n'arrive pas à tout retenir, c'est très compliqué pour moi. Et en fait, de temps en temps, il se met debout devant moi, et puis ça le fatigue, donc il repart. Et puis des fois, quand il dit tu viens, il me fait ah maintenant je suis trop nul, je vais être capable de faire et tout. Et c'est beaucoup de choses. Je crois que c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué sans doute pour lui aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas, est-ce que... Je vais poser une question parce que celle-là, je n'ai vraiment pas la réponse. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont la réponse? Est-ce qu'islamiquement, on peut permettre à un enfant de prier au début d'apprendre à prier sans faire les ablutions? Non? Enfin, moi, de ce que j'ai déjà observé, parce que je me suis jamais posé la question, c'est pas... C'est possible, tant que c'est pour l'éducation. Oui, c'est ça. Même s'il ne fait pas les bons gestes, même s'il ne fait pas l'ablution avant, tant que ça... Moi, je commencerais par apprendre à prier, quoi. Mais c'est ça, moi, je commencerais par apprendre à prier en jouant les ablutions qu'on parce que c'est compliqué de faire ces ablutions. Bah, il vient de temps en temps, en fait, il n'a pas fait ses ablutions, donc il m'entend réciter, donc il récite en même temps. Donc ça fait un poids, je ne retrouve pas, en fait. Et en fait, je sais pas s'il apprend vraiment, ou s'il est là pour jouer, pour faire comme moi, ou si... En fait... Il apprend et il apprend pas à votre fils. Il fait les choses pour jouer, pour vous imiter. Ça, faut pas rêver. Hein. À cet âge-là, les enfants, ils font tous les choses, ils les font pour nous faire plaisir, pour nous imiter, etc. etc. Donc, voilà, si vous valorisez, essayez de mettre un peu de jeu, des choses comme ça. Il y a des personnes qui m'ont raconté, parce que moi je glane un peu partie des idées aussi, des personnes qui m'ont raconté que à l'anniversaire des 7 ans de leur enfant, eh bien, ils ont un petit peu officialisé les choses en lui offrant son petit tapis de prière, son petit matériel à lui pour prier. Et donc, du coup, ça prenait une connotation de « Ah, tu passes une étape là ». On manque un peu de ça, hein, quelque part, de rituels de passage comme ça. Voilà, ça peut être des pistes aussi de vraiment rendre la démarche positive plutôt que... Et puis de couper la prière peut-être en petits morceaux, peut-être lui faire une raka ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, moi je me dis... Oui, parce que maintenant s'il dit qu'il est nul et qu'il manque de confiance en lui, ben justement, c'est penser aux petites marionnettes et dire, mais non, tu peux le faire. Et si c'est trop compliqué, qu'est-ce que tu trouves trop compliqué? On peut faire... Je sais pas, mais il y a trop de choses.
Trop de choses, alors il faut simplifier, il faut l'écouter. Il y a trop de choses. Eh ben, tu pars sur ça et tu diminues le nombre de choses. Donc peut-être des gens en enlevant l'ablution, en étant que la prière, peut-être une raka, peut-être des choses comme ça. Et puis il a un moment pour apprendre quand même. Et ça, il doit commencer à apprendre. Donc apprendre. Le frère auquel je faisais référence tantôt, il dit toujours Dieu ne nous demande pas d'être sur la ligne d'arrivée, ça c'est pour la vie d'après. Dieu nous demande d'être en chemin. C'est ça qu'on doit aussi apprendre à nos enfants, c'est être en chemin, on apprend. Encore aujourd'hui, voilà, j'ai appris quelque chose de la prière aujourd'hui, et sans doute que demain et après-demain, on apprendra des choses tout le temps. Et c'est ça aussi qu'il faut transmettre aux enfants pour avoir une bonne estime de soi, c'est qu'on n'est jamais obligé d'être arrivé. On a une obligation de moyens et jamais une obligation de résultat. Le résultat, ça appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur les moyens qu'on sera interrogés tous, pas sur les résultats qu'on aura obtenus. Inch'Allah. Vous avez parlé de l'humiliation tout à l'heure comme vecteur de... Tu veux parler plus fort? Parler plus Vous fort. avez parlé d'humiliation tout à l'heure comme vecteur d'absence d'estime de soi ou de contrario de orgueil. Est-ce que l'absence de gratification, pas d'humiliation, mais simplement... Oui, tout à fait. On peut aussi... Oui, dans l'exposé, je dis d'ailleurs que l'estime de soi, elle doit être nourrie, et elle doit être nourrie par la mise en valeur de ce qui a été fait bien sûr. C'est très très important de tout le temps dire à un enfant ce qu'il a fait bien. C'est pas le complimenter sans arrêt. Je pense à un jeune que j'ai dans une de mes classes, qui est vraiment un jeune qui est tout le temps en colère comme ça, il est mal dans sa peau, et il a beaucoup de mal à se contenir, etc. Et un jour, pendant un cours, alors j'ai des morceaux de classe, enfin voilà, c'est un peu compliqué, et puis il y a deux classes qui ne s'entendent vraiment pas avec une des filles, et un jour ça éclate, mais il manque de se battre. Donc moi, j'étais avec des garçons, je vais au charbon, je me lance entre les deux, je sais pas, machin, etc. Enfin, et je vois finalement qu'il ne saute pas dessus, il va se rasseoir. Et je vois qu'il fait plein d'efforts pendant tout le restant du cours, il fait plein d'efforts, et je vois qu'il se concentre et il écoute ce que je dis, alors d'habitude il n'écoute pas. Et puis il écoute ce que je dis, il est presque en train de me demander, faites-nous un cours, vraiment que je sois bien occupé pour plus penser à cette fille qui m'énerve tellement, etc. Et il fait plein d'efforts et se contient dans tout le restant du cours. Et puis à la fin du cours, je lui dis en tout cas, vraiment je te félicite, quoi, parce que j'ai vu l'effort que tu as fait. Et vraiment l'effort que tu as fait, c'était pas facile. Et il n'était pas correct, c'est un gamin qui dit des gros mots tout le temps, qui est tout le temps en train de nous payer une nouvelle, il est vraiment très très difficile. Mais là, il a fait l'effort, il avait une étrigue, il est resté sur sa chaise tout le restant du cours, il a vraiment essayé. Et voilà, j'aurais pu lui dire, t'as encore voulu te disputer avec Khadija, purée, t'es vraiment difficile, quoi. C'est vrai, il est là-dedans. Là, j'ai réussi à prendre le coche et je lui ai dit, en tout cas, j'ai vraiment apprécié l'effort que tu as fait. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit prendre l'habitude de faire. Vous avez un gosse qui fait une énorme bêtise et puis qui vient vous demander pardon et vous voyez qu'il est sincère. C'est de lui dire, j'ai apprécié que tu viennes me demander pardon. Ça, quand même, vachement, c'est bien. Et puis, tantôt ou demain, on discutera de tout le reste. Mais là, du coup, effectivement, c'est de la gratification. Dans ce sens-là, oui, c'est vraiment hyper important, bien sûr. En psychologie de base, hein, quand on prend juste le comportementalisme primaire, on appelle ça du renforcement positif. Ça marche, on s'en sert dans le dressage des animaux, on se sert de ça. Si vous voulez obtenir un comportement d'un animal, vous n'allez pas, ça marche mieux de renforcer ce qu'il fait positivement que de le frapper chaque fois qu'il fait quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse, quoi. À long terme, c'est beaucoup plus efficace. Dernière question. Et la limite, c'était de vos astuces, c'est limite il y a en fait. Est-ce qu'il y a un danger à force de dire tuer la tuer. C'est pas ça la valorisation, hein. Je dis pas de flatterie, hein. Ouais, mais voilà, faire un dessin, il est très très beau. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une limite déjà non dans la valorisation? Il y a une limite dans l'intention. Et il y a une limite dans la place de l'enfant. Je pense qu'elle est là la bonne réponse parce que on peut dire à un enfant ton dessin est moyennement beau sans lui faire chuter son estime de lui. On peut dire à un enfant, tiens, ton dessin il est bizarre, tu veux bien m'expliquer?
là tu portes un regard critique, bienveillant, parce que ça aussi hein, c'est important, c'est pas tout le temps dire les choses, c'est de pouvoir, même des choses qui sont pas bien, les dire d'une façon bienveillante et positive en fait. On a tout peur de penser sur l'enfant, on prend les pincettes et on a l'impression que justement ça va trop dans la valorisation. Et du coup, voilà, je me demande est-ce qu'il y a une limite ou pas. C'est le droit d'être critique. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ton enfant, quand il va aller à l'école, il va être critique, on va l'évaluer sur... et c'est normal, et quand il va chercher du boulot, on va aussi l'évaluer, il va devoir être en compétition avec des autres, donc il faut qu'il puisse être habitué à la critique, et à la critique pour justement ne pas devenir... pour justement avoir une bonne estime de lui. Un enfant à qui on dit tout le temps c'est bien, c'est bien, c'est bien, fondamentalement il sait que c'est pas vrai. Il y a un twist là, c'est pas possible. De toute façon, il te voit, il te voit te planter régulièrement, il voit son père, il voit tous les gens autour de lui, donc il sait très bien que c'est pas vrai. Donc il y a quelque chose enfin instinctivement, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Et donc d'apprendre à dire à un enfant, tiens, quelle couleur bizarre, t'as fait ton dessin, pourquoi t'as fait ça comme ça? Oh, bah, parce que je veux plus le marqueur, machin, etc. Bah écoute, la prochaine fois, moi j'aimerais bien qu'il fasse vraiment un dessin avec des belles couleurs. On est critique quand on dit ça à un enfant, et en général, l'enfant n'est pas du tout traumatisé quand on dit des trucs comme ça. Non, et puis il peut regarder son dessin et puis dire il est beau. Un enfant anxieux qui va il est beau, mon dessin, dis-moi qu'il est beau, même s'il n'est pas beau, c'est que déjà, là, il y a un petit travail à faire avec. Et après, la question de la place aussi. Vraiment, le centre du foyer, c'est toi et ton mari, c'est pas les enfants. Barakallahu fikum. Merci d'avoir écouté cette conférence. Le résumé, c'est un bien gros mot. Juste voilà, en deux mots, il faut essayer toujours d'être positif et d'essayer d'éliminer le négat qui est en nous. Le faire taire. Peut-être c'est un peu utopique. Le faire taire. Et juste rappeler peut-être aussi c'est Sartre qui disait ça, j'essaie de la rappeler. Donc l'important n'est pas de savoir ce qu'on a fait de nous, mais de savoir ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. C'est ça? En gros, c'est ça. Voilà, barakallahu fik. C'est un thème très intéressant qui nous a peut-être permis de nous poser certaines questions et inviter à un questionnement et à un travail sur soi à l'avenir. Inch'Allah. Barakallahu fikum.